Si vous avez comme moi un peu plus de la trentaine, cette pochette vous rappelle forcément des souvenirs. TOCA Touring Car Championship, un jeu culte de la fin des années 90, sorti avant même le tout premier Gran Turismo. Ce jeu est tiré de l'année 97 du championnat anglais de voiture tourisme, le BTCC. Alors, pourquoi une vidéo sur, entre guillemets, un petit championnat anglais? Bienvenue dans cet épisode où nous allons vous raconter la période la plus célèbre du BTCC. Et vous l'avez compris, je serai accompagné d'Alex, le dormeur du Val, qui pour la première fois est devant la caméra. Bref, bonne vidéo. Vous êtes maintenant habitué sur la chaîne, on le répète assez souvent, la vie du sport automobile, que ce soit à l'échelle nationale, continentale ou internationale, ce sont des cycles, des périodes plus ou moins prospères avec plus ou moins de spectacles. On peut connaître 3 ou 4 années fascinantes à suivre et s'ennuyer totalement la saison d'après. Et pas besoin d'aller chercher bien loin, Le Mans ou la F1 pour parler de ce qu'on connaît. Dans cette vidéo, nous allons parler des années 90 du championnat anglais de voiture de tourisme, un championnat qui fut extrêmement populaire durant cette décennie. Ce championnat a marqué le monde entier, surtout dans la seconde moitié des années 90, avant de petit à petit redescendre dans l'échelle des compétitions à suivre. Puis la couverture télé à l'époque n'avait rien à voir avec aujourd'hui, où on peut regarder n'importe quelle catégorie assez facilement. Aujourd'hui, nous n'allons pas couvrir l'entière histoire de ce championnat, mais nous concentrer sur son époque la plus glorieuse. Le British Touring Car Championship est né en 1958 avec l'idée de faire concourir la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. À l'époque, des petites voitures familiales anglaises. Comme beaucoup d'autres championnats, il y avait plusieurs catégories qui étaient différenciées en fonction des cylindrées. Comme on a pu voir au Mans, tout ça c'est un bordel à chaque fois. Voilà, ça n'a pas changé, le BTCC ça a respecté aussi ses codes. Après la guerre, l'automobile pour les particuliers est en plein essor et les marques voient d'un bon œil la présence de leurs voitures sur les circuits. On a ainsi pu voir, au gré des réglementations des autos telles que des Ford Sierra RS500, BMW E30 318 ou M3, Chevrolet Camaro, Toyota Supra, etc. C'est un championnat qui a souvent proposé un plateau varié et des courses animées. Tout au long de cette époque, ce sont des équipes purement privées, des structures nationales qui engagent des voitures. Mais à la fin des années 80, la variété du peloton s'est progressivement amenuisée. La grille est constituée d'une écrasante majorité de Ford Sierra RS500 et de BMW M3 E30. Et les autos n'ont plus grand chose à voir avec la petite familiale avec laquelle on va chercher le pain ou emmener les enfants à l'école. La bataille est présente en piste, mais le public ne trouve pas son compte devant une si faible diversité. Les instances britanniques cherchent donc une nouvelle formule qui renoue avec la tradition pure de ce championnat, c'est-à-dire de petites autos familiales, avec une cylindrée de 2 litres, issue directement de la série. On va vite voir que cette philosophie ne durera pas. 94, 95 et 96 va voir le BTCC se transformer en quelque chose de radicalement différent. Oui, je suis le personnage qui spoil. Après une année de transition en 1990 où les groupes A sont encore admises, la saison 91 n'autorise que les 2 litres atmosphériques. Ce fut très spectaculaire, mais le plateau était peu varié. Des BMW M3 dont la cylindrée est abaissée à moins de 2 litres se battant avec les Vauxhall Cavalier, pour résumer. Mais la formule devient de plus en plus populaire au Royaume-Uni et les constructeurs européens surveillent de près l'essor grandissant de ce championnat qui jouait alors d'une réputation solide. Composé en écrasante majorité de pilotes anglais comme Steve Soper, Will Hoy, John Cleland, Andy Roos et David Leslie. Peu, voire pas connus du grand public, mais de véritables ténors outre-Manche. Bref, c'est une réussite et la FIA va carrément reprendre cette réglementation 2 litres atmosphérique et la standardiser sous le nom de Super Touring. Ce qui fait aussi la réputation du championnat, c'est la rugosité de ses pilotes. Ça se bastonne comme des chiffonniers. On s'envoie gaiement des grands coups de portière, pare-choc contre pare-choc. Les courses sont serrées, on ne se fait aucun cadeau. La meilleure illustration est certainement la dernière manche du championnat 92 avec une bataille de fous furieux entre John Cleland et Steve Soper, qui se terminera dans le bac à gravier. Certainement une des images les plus légendaires du BTCC. Au gré de l'adaptation au nouveau règlement, beaucoup de marques différentes sont entrées dans l'arène. En 93, on peut compter sur BMW, Vauxhall, Mazda, Peugeot, Ford, Toyota, Nissan et Renault. Nous parlons là d'engagement semi-officiel des usines. Mais 94 va marquer un tournant majeur. C'est le début de l'envolée des coûts. Cette année-là, Volvo intègre le championnat avec un concept pour le moins audacieux. La marque suédoise, souhaitant bénéficier des retombées médiatiques et marketing de ce nouveau championnat, engage ceci. La Volvo 850 Break. Cela suscite l'hubris des concurrents et d'une partie du public. Mais d'un autre côté,
Cela constitue un formidable coup de pub pour la marque connue justement pour ses breaks solides et fiables. Et dont le design s'apparente à une brique de lait. Bon, Volvo, évidemment, à l'époque, c'était pas que ça, mais disons que les formes arrondies, c'était pas trop leur truc. Bref, en plus de Volvo, un autre constructeur fait son retour dans le championnat anglais. Après avoir engagé brièvement la 75 fin d'année 80, Alfa Romeo débarque avec la 155. Mais un détail suscite la controverse. Cette auto est équipée d'une lame avant et d'un aileron arrière, ce qui est censé être formellement interdit par le règlement. En fait, Alfa Romeo exploite une zone grise. La catégorie Super Touring oblige alors à produire 2500 voitures de série et n'utiliser que des pièces de série. Qu'à cela ne tienne, Alfa justifie la conformité de sa 155 en homologuant 2500 exemplaires de série de la dite Silverstone, dotée donc d'origine de ces fameux appendices aérodynamiques. En réponse, la FIA oblige désormais les constructeurs à produire 25 000 exemplaires par an. Mais trop tard, la 155 est bel et bien présente sur la grille. Ayant été les premiers à s'immiscer dans la faille, Alfa Romeo survole le début de saison 1994 grâce à son avantage aérodynamique indéniable. Renault réagit avec la Laguna Airflow et BMW pareil avec la 318 IS, qui se dotent donc toutes les deux d'un aileron arrière et d'autres appendices. Et qui dit aéro dit recherche et développement, et qui dit recherche et développement dit augmentation des coûts. Et ça ne fait que commencer. La polémique des ailerons mènera à un épisode fâcheux. Après 5 victoires écrasantes de suite de Tarquini sur sa 155, les autres constructeurs protestent et demandent à ce que l'avantage des autos italiennes soit réduit. À partir de l'épreuve d'Oulton Park, on demande à Alfa Romeo de supprimer purement et simplement ses appendices aérodynamiques. Alfa refuse catégoriquement et quitte le circuit. Suite à cet imbroglio, on autorise Alfa Romeo à revenir avec des appendices un peu moins prononcés. Mais malgré tout, il conserve un avantage. La polémique enfle tellement qu'elle force les organisateurs à revoir le règlement en cours de saison. Ouais, on est déjà loin du petit championnat anglais de tourisme. Ainsi, on autorise les équipes à ajouter de plus en plus d'éléments aérodynamiques sur leur voiture. Mais le retard pris en début de saison ne suffira pas à rattraper Alfa Romeo et Gabriele Tarquini, mais au moins, les courses sont plus spectaculaires. Ainsi, Vinkelhock et Sauber sur BMW, Menu et Harvey sur Renault, ou Cleland sur Vauxhall grappillent un nombre significatif de victoires, mais au prix d'un changement de réglementation en cours de saison. Les années 92, 93 et 94 marquent aussi l'arrivée de pilotes venus de pays plus divers, dont fait partie Gabriele Tarquini, champion chez Alfa, mais aussi Rickard Heidel, le Suédois, chez Volvo, Eric Van de Poel, le Belge, ou bien le Suisse Alain Menu. Des noms bien connus du sport automobile aujourd'hui. En 95, suite à la polémique des appendices, le BTCC autorise pleinement l'utilisation d'éléments aérodynamiques sur les voitures. Au moins, c'est clair. Le format des courses évolue lui aussi. Nous avions par le passé parfois 1, 2 courses, mais cette fois-ci nous aurions 2 courses tous les week-ends. On sent que les organisateurs ont une nouvelle recette à exploiter. Ce changement au niveau de l'aérodynamique marque un premier pas vers l'explosion des budgets. Nous sommes déjà sur des voitures très légères, roues à écrou central, dotées de boîtes séquentielles, avec des moteurs développés exclusivement pour la catégorie Super Touring. Alors, même s'ils sont censés être basés sur ceux de la série, les motoristes ont malgré tout un petit peu de liberté. Et ces moteurs sont très pointus et diffèrent de plus en plus de leur configuration de base. D'ailleurs, parlons technique un petit peu. Malgré la réglementation, les constructeurs et préparateurs arrivent à sortir jusqu'à près de 320 chevaux de ces nouveaux moteurs 2 litres. Et on ne parle que des moteurs 4 cylindres, imaginez un petit peu le rapport de puissance au litre. Puis, compétition oblige, ils se doivent d'être les plus légers possibles. Alors, techniquement c'est fort, mais ça coûte cher et ça engendre d'autres problèmes. Oui, c'est là tout le sel de la course automobile. Tu trouves une solution, ça crée d'autres problèmes. Ouais, va trouver un équilibre au milieu de ça. C'est l'essence du sport auto. En 95, par exemple, Ford utilise un V6 sur sa Mondeo. Mis à part Audi, qui arrivera en 96 avec la A4 à 4 roues motrices, ou BMW qui est une propulsion, les autos sont des tractions. Il s'agit de courses sprint où la stratégie est d'aller le plus vite possible. Alors traction avant plus gros moteur avant égale usure prématurée des pneus avant. Et vu que ce sont des sprints, ce sont les pneus tendres. Et les pneus tendres, si tu fais pas gaffe, tu les bouffes en un tour. Et ouais, je le répète, mais les pneus c'est la clé. Dans toutes les catégories. Il faut donc un châssis bien équilibré qui ménage le train avant, mais qui soit tout de même assez incisif pour éviter le sous-virage. D'où l'énorme angle de carrossage à l'avant, si caractéristique des voitures, et qui contribue à leur donner un look si agressif. Autre anecdote technique, l'une des clés était d'avoir le centre de gravité le plus bas possible. Ainsi, Ford avec son V6 avait mis le moteur si bas dans la Mondeo que l'arbre de transmission passait entre les deux rangées du V. Imaginez un peu le coût de recherche et de développement. De plus, le moteur qui est à l'avant est reculé, abaissé au maximum pour une meilleure répartition des masses, et ainsi que pour le centre de gravité. Donc, on essaie d'optimiser absolument tout. Bref, après cette parenthèse technique, revenons à la saison 1995. Celle-ci est dans un premier temps bien dominée par Volvo, qui, après avoir bien fait de la pub pour son 850 break, a engagé la 850 berline classique, dotée d'un 5 cylindres au champ magnifique.
Ensuite, la bataille sera rude entre John Cleland sur sa Vauxhall et Alain Menu sur sa Renault. Mais c'est finalement l'Anglais qui remporte les titres à l'issue d'une saison serrée et pleine de suspense. Notons qu'en plus du titre pilote et du titre équipe privée et équipe officielle, il y a un titre constructeur qui est décerné. Avec une exposition médiatique qui ne fait qu'augmenter, ce championnat devient une très belle vitrine pour les constructeurs. Un enjeu important pour les grandes marques de l'automobile généraliste, dont la berline familiale classique à 4 ou 5 portes est alors le standard de l'époque pour Monsieur Tout-le-Monde. La saison 1996 marque l'arrivée d'Audi avec sa A4 dotée de 4 roues motrices, avec un certain Frank Biela à son volant. L'auto est exploitée par Audi Team UK, l'équipe qui engagera la Audi R8C au 24 heures du Mans 99. Mais ce n'est pas le seul nom connu du côté des équipes. RML pour Ray Mallock Limited, qui exploite depuis 94 les Vauxhall, travaillera avec Nissan à partir de 97. Mais on a aussi Williams pour Renault, Schnitzer pour BMW, Tom Walkinshaw Racing TWR pour Volvo ou ProDrive pour Honda. Que du lourd, ce qui témoigne de l'importance de ce championnat anglais. Championnat national, on rappelle. C'est comme si aujourd'hui, je sais pas, on voyait en championnat de France de tourisme des équipes comme Iron Lynx, WRT, Chip Ganassi ou Signatech. Et encore, là on parle de structures privées, mais en BTCC, ce sont des constructeurs qui sont épaulés par des préparateurs liés de près ou de loin à ces dernières. 96, c'est aussi l'année où les appendices aérodynamiques deviennent de plus en plus acérés. Les voitures sont toujours plus agressives, toujours plus basses, et avec des passages de roues qui masquent le haut des jantes arrière. Avec leurs 4 roues motrices et le redoutable Frank Biela pour piloter la A4 en tant que pilote de pointe, la marque Causano ne va laisser que des miettes à ses concurrents. Et ça engendre une nouvelle polémique. La concurrence, justement, ne tolère pas du tout cet avantage technique qu'offrent les 4 roues motrices qui rend les autres voitures inoffensives. Les organisateurs décident donc, pour calmer tout le monde, d'alourdir l'Audi A4. Mais cet ajustement est insuffisant et Audi remporte facilement le championnat 96. Ayant acquis une confortable avance en début de saison, ils se contenteront de gérer leur avance jusqu'à la fin du championnat. D'ailleurs, derrière Audi, la bataille a été rude entre Renault, Honda et BMW. Mais c'est Audi qui gagne. Passons maintenant à 97. Ah, la PS1, le tout premier Gran Turismo, Need for Speed mais aussi TOCA Touring Car Championship. L'engouement est toujours plus grand autour du championnat de tourisme anglais. Le développeur et éditeur de jeux vidéo, Codemasters, décide, en collaboration avec la TOCA, l'organisme qui promeut le championnat britannique, de créer un jeu vidéo. Évidemment sous licence officielle, où l'on peut prendre part à toutes les courses sur tous les circuits et toutes les voitures officielles du championnat. Le développement commença en 1996 et dura près de 18 mois pour sortir en novembre 1997. Ce jeu était sorti avant l'immense Gran Turismo. C'était souvent, pour nous en France, l'un de nos tout premiers jeux de voiture. Et quel jeu! Si ce dernier a forcément vieilli aujourd'hui, c'était le premier à proposer une gestion des dégâts, une vue intérieure où on voyait le pilote changer les vitesses, on voyait les essuie-glaces s'actionner et on avait même plusieurs météos possibles. Le tout couronné d'un gameplay difficile où il fallait un bon coup de manette. C'était une véritable révolution. Je me souviens avoir passé des heures et des heures sur ce jeu. D'un certain point de vue, on peut dire que TOCA était un précurseur des simulations que nous connaissons aujourd'hui. Et la réalisation de Codemasters sera un franc succès, plus de 600 000 exemplaires vendus en seulement 8 mois. Et le jeu atteindra le top 3 des ventes au Royaume-Uni. Il est considéré par la grande majorité des joueurs comme l'un des meilleurs jeux de voiture de l'époque. Ce jeu facilitera l'entrée du BTCC dans le cœur des amateurs de course auto. Le fait d'avoir des constructeurs officiellement engagés avec de gros moyens rendait le jeu d'autant plus légitime, et l'impact fut énorme chez les fans de sport auto, avides de sensations fortes sur console à une époque où les progrès dans le domaine du jeu vidéo furent immenses avec l'arrivée de la 3D. D'ailleurs, dans Gran Turismo 2 quelques années plus tard, quand vous achetiez une Renault Laguna, une Peugeot 406 ou une Audi A4, vous pouviez la transformer en voiture de course et le kit carrosserie ainsi que la livrée étaient fidèles aux autos du BTCC de la saison 97 ou 98. C'est dire à quel point ce championnat anglais passionna le monde entier, enfin, celui du sport automobile. Autre petite anecdote, la 406 blanche de Taxi 1 possède un kit carrosserie très inspiré de la 406 Super Touring. Et un exemplaire de la vraie voiture de course fut utilisé sur un des plans de la course vers l'aéroport, où on la reconnaît à ses attaches de capot et à des suspensions qui semblent extrêmement dures. Petit détail important, les bruitages que vous entendez dans le film sont issus du 4 cylindres de BTCC et non du V6 comme le film le laisse entendre. D'ailleurs, formulons quelques observations. Les années 90 marquent un tournant dans le design des berlines familiales classiques de constructeurs généralistes. Ces derniers veulent séduire la clientèle avec des formes plus harmonieuses et plus arrondies. C'est l'époque où des cubes sur roues comme la Volvo 850 devient la S40, ou la 405 devient la 406, ou la Vauxhall Cavalier devient la Vectra.
etc. On peut légitimement penser qu'en plus de mettre en avant leur modèle de série, les constructeurs allaient se servir de ce championnat pour mettre en avant leur nouveau design, qui était d'ailleurs sublimé par leur robe de course. Volvo ne s'y trompait pas avec l'énorme logo S40, pareil pour Renault avec la Laguna, ou Peugeot avec 406 et même Ford avec la Mondeo. Tous les ingrédients étaient réunis pour inciter les constructeurs à promouvoir leurs voitures dans ce championnat. En plus, le public vient en nombre au bord des circuits assister aux batailles du désormais mythique championnat britannique. Mais regardez-moi la gueule qu'elles ont, les livrées, le look, les kits aéros, tout y est. Après cette parenthèse fort à propos, n'est-ce pas? Parlons maintenant de 1997. Notons que BMW Schnitzer s'est retiré, peut-être en vue de l'engagement de la marque au Mans D98. Les Audi A4, elles, voient leur lest augmenter. Les Allemandes ne seront plus en mesure de se battre aux avant-postes. C'est sur le papier, selon moi, le plus beau line-up que nous ayons connu avec 8 constructeurs directement ou quasi directement engagés. En plus d'une liste de pilotes déjà prestigieuse, Gabriele Tarquini vient chez Honda, Derek Warwick chez Vauxhall et Paul Radicic, légende néo-zélandaise, vient lui aussi grossir les rangs de Peugeot. Malheureusement, si cette saison 97 offre de belles batailles dans le peloton comme il est de coutume en BTCC, un homme nu rafle facilement ce cru 97 avec sa Laguna. Oui, tout ce build-up pour un drop aussi rapide, c'est assez décevant, on est conscient. Mais c'est pour se concentrer sur quelque chose d'encore plus gros, 1998. C'est la dernière année faste de ce championnat anglais. En ce début de saison, plusieurs choses changent. D'abord, les 4 roues motrices sont interdites, ce qui rend les choses plus équitables. Ensuite, là où les 2 courses par meeting étaient de la même durée, maintenant on a une course sprint et une course principale avec un changement de pneus obligatoire. Imaginez un petit peu l'envolée des coûts encore une fois. Oui, parce que 4 pneus de plus, ça va pas dans le sens des économies, surtout avec tout ce qu'on a dit avant. Cette saison 98 est très serrée pour la victoire finale avec un duel au point entre Rydell et Reed, respectivement pour Volvo S40 et Nissan Primera. Mais l'année 98 du BTCC est connue pour une histoire non moins intéressante. Nigel Mansell, le champion du monde de Formule 1 92, va faire plusieurs piges pour Ford avec la Mondeo V6 officielle. Et la venue de cette superstar britannique de la F1 n'est pas forcément bien vue et bien prise au sérieux par les fous furieux du BTCC. Tous ou presque spécialistes de la discipline et de ses codes. Et ça va donner lieu à une confrontation succulente. James Thompson's car there on the second row of the grid as the cars form up. You can see the track doesn't look too bad. It's greasy into the first corner. We have to watch that. John Cleland est une légende vivante du BTCC. Champion en 89 dans sa catégorie, champion 95, c'est un pilote au caractère bien trempé, au fort tempérament, qui se bat comme un chien enragé et doté d'un certain franc-parler. Nous sommes au warm-up. Cleland part juste derrière Mansell à la sortie des stands. Et à peine débarqué sur le circuit, Mansell, qui n'a pas l'habitude du BTCC, ne teste pas ses freins à la sortie des stands. Habituellement, dans cette catégorie, on met un gros coup de frein dès la sortie des stands pour vérifier si tout est OK. Mansell ne fait pas ça et Cleland s'immisce immédiatement à l'intérieur. Et là, les deux hommes se touchent et un rétroviseur est endommagé sur la voiture de Mansell. Ce qui le rend complètement fou et à la fin de la séance, il s'en va dans le stand Vauxhall pour demander des explications. « Mais c'est quoi ça ?» demande Moustache Rasée et Cleland lui répond. Bienvenue dans les courses de voitures de tourisme, c'est tous les jours comme ça. On n'est qu'au warm-up. Si Anthony Reed sur Nissan remporte la course sprint, la course longue va entrer dans la légende du BTCC. Démarrant sur piste légèrement mouillée, la course commence sur le chapeau de roue pour les Nissan qui occupent les premières places. Mansell part seulement 19ème et Cleland 6ème. Les conditions sont difficiles et il y a beaucoup de contacts dans le peloton ainsi que beaucoup de sorties de piste. Dans le chaos, Mansell fait une course parfaite avec sa Mondeo très à l'aise sur piste humide, tout comme la Vectra de Cleland qui se tient à l'avant du paquet. Mais pendant la course, les conditions se dégradent, la pluie augmente en intensité et les pilotes sont obligés de rentrer au stand passer des pneus pluie. Entre temps, beaucoup d'autres voitures sortent de la piste et la voiture de sécurité entre sur le circuit. Mansell, qui s'est faufilé entre les gouttes, est alors 4ème au restart derrière Cleland et les deux Nissan. Et lorsque la course reprend, une énorme bataille a lieu entre les 4 premiers, plus Yvan Muller qui vient y mettre son nez. Et lorsqu'Anthony Reed part à la faute, Nigel passe en tête devant Cleland. La légende du BTCC demande si c'est bien Mansell qui se trouve devant lui, et on lui confirme que oui. Les deux hommes qui s'étaient collés des coups de portière au warm-up se retrouvent en duel pour la victoire, un scénario de dingue. Cleland reste patiemment derrière la Ford et remarque que le champion du monde de F1 est à la peine sur les freinages. En effet, sur ces voitures de tourisme, on agit beaucoup sur la répartition du freinage entre l'avant et l'arrière pendant la course. Mansell n'exécute pas cette technique de façon optimale et bloque souvent ses roues arrière lors de cette phase critique. Cleland, en vieux briscard, le fera craquer quelques tours plus tard à la dernière chicane et obtiendra sa plus belle victoire. Mansell finira 5ème, en souffrance sur les freinages, mais le public fut déchaîné à la vue du moustachu menant une course de BTCC.
On le voit en folie à chaque passage de la Mondeo numéro 55, avec une ambiance de stade de foot. Cette course est restée gravée dans le cœur des fans pour son scénario incroyable, ses sorties de piste et son final de dingue digne d'un thriller. Si Cleland finit par gagner le bras de fer, Mansell a montré tout son talent dans ces conditions humides. Mais bien qu'ayant fait une préparation sérieuse avec de longues séances de roulage à Silverstone, bagarrer dans le peloton de chiffonnier qu'est le BTCC, c'est une autre paire de manches. Ce qui, au passage, donne du crédit à ses pilotes. Et 1998 sera donc la dernière année faste de ce championnat britannique. Et en 99, ça commence à se dégrader. Cette année marque le départ de deux constructeurs officiels. Peugeot, qui n'a jamais réussi à bien faire fonctionner sa 406, finit par jeter l'éponge. Audi, qui avait développé sa A4 pour une transmission intégrale, n'atteint pas des performances suffisantes avec les seules roues avant motrices. Ils finissent par également se retirer. Audi Sport UK a d'ores et déjà un autre projet sérieux, le développement et l'exploitation de la R8C pour concourir aux 24 heures du Mans 99. Cette année, c'est un rookie qui vient du championnat de tourisme allemand, le STW, en la personne de Laurent Aiello, qui remportera le titre devant son coéquipier David Leslie. Les Nissan ont largement dominé la saison et cette dernière est bien moins passionnante que les précédentes. Néanmoins, dans la morosité, de belles histoires s'écrivent. Sur la grille, nous avons donc des teams officiels mais aussi des teams indépendants. Des équipes avec moins de budget qui exploitent soit une voiture de l'année précédente, soit une voiture de l'année en cours mais avec un développement limité. Ces équipes indépendantes ont leur propre championnat et ont des récompenses financières en fonction de leurs résultats. Eh bien Matt Neal, pilote indépendant du team Dynamics, réussira à battre les constructeurs officiels lors de la toute première manche du championnat dans la course 2 à Donington Park. Pour récompenser ce coup de génie, la TOCA offrira une récompense exceptionnelle de 250 000 livres au pilote le plus talentueux des teams privés. On croit alors que cette équipe privée va être capable de jouer les premiers rôles, mais ils finiront par rentrer dans le rang au fur et à mesure des manches de la saison. En effet, la voiture ne pouvait pas être développée avec le même budget que les voitures officielles. Matt Neal terminera tout de même le championnat 9e devant bon nombre d'officiels, ce qui reste une sacrée performance. Mais ce qui devait arriver arriva. Souvenez-vous du début de la vidéo, on est passé de berlines assez rudimentaires dans leur équipement de course, sans aérodynamique, avec des boîtes de vitesse manuelles, à de véritables monstres au ras du sol. Avec des ailerons et un vrai travail aérodynamique, avec des boîtes de vitesse séquentielles semi-automatiques, avec des moteurs qui demandent un entretien colossal et une préparation monstrueuse et démesurée. C'est n'importe quoi, ça n'a plus grand chose à voir. S'ajoute à cette liste une carrosserie en fibre de carbone pour afficher moins d'1 tonne sur la balance, un moteur dont l'huile doit être préchauffée puis mise sous pression optimale pour pouvoir démarrer, comme une F1, le tout couronné d'un budget d'exploitation plus que conséquent. Il est difficile de trouver des sources fiables, mais de ce qu'on a pu voir, on parle de 300 000 livres minimum pour construire une voiture. Ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais à titre de comparaison, une Vauxhall Cavalier en 90 ne coûtait que 60 000 livres à fabriquer. Face à ça, les constructeurs se retirent. Volvo, Renault et Nissan s'en vont en raison des coûts toujours plus élevés pour pouvoir rester au niveau. Il ne reste plus que Ford, Vauxhall et Honda en team usine. Et seulement 2 équipes indépendantes avec 3 Nissan Primera en tout et pour tout. C'est bien maigre et bien triste. Les indépendants d'ailleurs avaient un ticket d'entrée à fournir pour pouvoir participer aux courses. La TOCA décide donc de les aider. Ces derniers se voient dotés d'un bonus de 5 000 livres par meeting, d'une fourniture gratuite des pneus et d'un bonus financier de 10 000 livres à la fin de la saison pour le vainqueur. Ces efforts sont honorables, mais ils illustrent la fin d'époque qui est en train de connaître le BTCC. C'est bientôt terminé, c'est trop tard. Pour tenter de garder une grille garnie, les teams officiels pouvaient engager une troisième voiture sur l'ensemble du championnat et une catégorie B est créée, avec des voitures comme les 306 GTI, Honda Integra ou Toyota Carina. Et encore, la plupart de ces autos ne participent pas à l'entièreté du championnat. On tente également de renforcer la couverture télé, mais c'est trop tard, l'âge d'or du BTCC est terminé. Ford dominera la saison avec une Mondeo particulièrement sophistiquée, dont les cylindres de 100 V6 coûtaient aussi cher à fabriquer que ceux d'une F1 à l'époque. Cette envolée des coûts causée en partie par Alfa Romeo en 94 avec son aérodynamique, puis par Audi en 96 avec sa transmission intégrale, qui poussa les autres concurrents à faire toujours plus d'efforts pour rivaliser, en plus de moteurs de plus en plus puissants tout au long des années 90, provoquera la chute du BTCC. Mais aussi, et surtout, la fin de la catégorie Super Touring à la fin de l'année 2000. C'est la fin d'une ère. Quelles étaient belles ces voitures. Le milieu des années 90 a profondément marqué les fans de sport automobile avec ce championnat anglais rendu iconique avec ces véritables monstres de carbone et d'aluminium qui escaladaient allègrement les vibreurs. Avec un ensemble de pilotes très talentueux, caractériels et qui ne cédaient jamais un centimètre de terrain, quitte à jouer des portières, à piloter à la limite
par choc contre par choc. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. Un championnat n'est tenable pour personne si les coûts s'envolent année après année. L'arrivée de Team Usine dans un championnat national qui n'y est pas destiné, c'est souvent synonyme de fonctionnement en dents de scie, avec des périodes fastes suivies de périodes de vaches maigres avec un plateau décimé. Le BTCC n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on peut encore voir certaines de ces voitures tourner lors d'événements historiques, et ces autos fascinent toujours autant par leur look unique pour des berlines censées servir à partir en vacances ou aller faire ses courses. Cette période dorée des années 90 reste gravée dans le cœur de beaucoup de femmes, même après 30 ans. Et le mythe est resté intact des décennies après malgré cette triste fin. J'aurais rêvé assister à une manche de ces années incroyables. Quand on parcourt le net, nombre de spectateurs se souviennent avec émoi de ce championnat national qui était le show numéro 1 de sport mécanique en Angleterre. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie Alex le dormeur du Val pour sa contribution, pour l'écriture du script, pour les heures que tu as passées à tout aller décortiquer pour trouver toutes ces informations. Merci à toi, j'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer le BTCC. À la prochaine. Eh ben, tourner une vidéo pour la première fois... c'est pas facile. Il s'est bien foutu de ma gueule, lui, là. Oui, parce que monsieur m'a bien fait chier au moment de tourner la voix off, il a fait ça quasiment d'une traite, alors que moi, je galère comme un con. Les rôles ont été inversés et ça m'a un peu rassuré, quand même. C'est un métier, hein. Oui, c'est un vrai métier, et c'est d'autant plus intéressant à faire qu'on se rend compte qu'on peut écrire aussi bien qu'on veut, avoir une bonne élocution, avoir de la facilité à parler devant des gens, mais faire des vidéos en respectant un script, un cadre, c'est quelque chose de très difficile, c'est un vrai exercice, et il a fallu que je le fasse avec toi pour m'en rendre compte, parce que j'ai écrit à peu près 200 papiers pour un journal sur du sport, et j'étais très exigeant avec moi-même, je faisais en sorte que ce soit très bien écrit, et quand je fais des scripts pour Jules et pour les vidéos qu'on fait ensemble, je me rends compte à quel point c'est pas compatible, et c'est deux mondes complètement différents. Ouais, et puis même comment tu tournes l'écriture. C'est ça. Et pour autant, c'est sympa à faire parce que, encore une fois, c'est un autre exercice, c'est un défi, et c'est génial. Donc voilà, après 4 ans à collaborer ensemble, après une dizaine de vidéos dont certaines qui ont plutôt bien marché, et j'en suis plutôt content de tout ce qu'on a fait jusque-là. Oh, le mot de la fin, je te le laisse. On cuttera. Alors, des bisous. Il y aura un bip quelque part à la fin, mais il y aura un bip. Allez, cap de fin.